dernière édition de Métro News pour cette semaine. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. À la une de ce 28 mars, des habitants de Canapé Vert et Carrefour-Feuille ont lancé une nouvelle mobilisation ce vendredi pour exiger des mesures concrètes face aux menaces des gangs armés. Un mouvement qui a fortement perturbé la circulation sur la route de Bordeaux. Le Conseil électoral provisoire admet l'impossibilité d'un référendum constitutionnel en mai prochain. Patrick Saint-Hilaire, président du CEP, affirme que l'organisation du référendum est compromise en raison des retards accumulés et de l'insécurité persistante. Parallèlement, l'Association nationale des juristes plaide pour une application effective de la Constitution du 29 mars 1987 plutôt qu'une réforme incertaine. Également, titre de ce vendredi, alors que les vols charters et cargos se poursuivent, l'aéroport international Toussaint Louverture attend toujours les garanties de la FAA pour la reprise des vols commerciaux vers les États-Unis. Le directeur général de l'AAN, Yves Ducarmel-François, et celui de l'OFNAC, Réginald Guignard, annoncent toutefois des mesures visant à rétablir la confiance des compagnies aériennes et à relancer le trafic. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Après l'échec de la manifestation du jeudi 27 mars, les organisateurs, principalement issus des quartiers de Canapé Vert et Carrefour-Feuille, ont initié un mouvement spontané ce vendredi pour réaffirmer leur détermination à résister aux potentielles attaques des gangs armés. À Canapé Vert, des centaines de personnes se sont rassemblées pour exiger des autorités qu'elles prennent des mesures concrètes afin de restaurer la sécurité qui ne cesse de se dégrader. Cette mobilisation a fortement perturbé la circulation, provoquant d'importants embouteillages, notamment sur la route de Bourdon. La relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince constitue, selon Maître Arnel Rémy, un aveu d'impuissance et illustre la faillite de l'État haïtien. L'avocat déplore que les autorités abandonnent les infrastructures au profit des groupes armés, soulignant que si l'État renonce à sa mission de protection et de service, les citoyens, eux aussi, n'ont d'autre choix que de fuir pour sauver leur vie. Et qui est face à la dégradation de la situation. Maître Rémy rappelle que l'État dispose pourtant de tous les leviers nécessaires, la PNH, les FADH et la mission multinationale, mais semble adopter une posture de repli. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Le délogement du tribunal de première instance de Port-au-Prince est un aveu d'impuissance de l'État haïtien, de l'avis de l'homme de loi Arnel Rémy. Malheureusement, le gouvernement dit qu'il va ouvrir le tribunal, mais le tribunal, alors il va ouvrir le tribunal, mais le tribunal est déjà ouvert parce que par rapport à ça que qu'on y en bas, par rapport à des zones d'insécurité, par rapport à balles cap tiré, donc nous sommes venus dans une situation où personne ne va travailler. Donc, moi je dis le fait que le tribunal l'a déplacé, donc l'État a avoué le vaincu. Le gouvernement a avoué que les peuples bandit. L'État haïtien a toutes les cartes entre ses mains. Il détient le monopole de la violence alors qu'il est en mode de déguerpissement. Malheureusement, ça a montré faiblesse l'État, ça a montré que pas de rien qui a réfléchi, ça a montré pas de rien, pas aucune solution qui a sorti. La question drone, question tollé, puis le bagage qui a fait tant, c'est du pipi de chat, comme le sénateur Médil. Donc c'est une montagne qui va la coucher en souris. Mais cependant, nous nous inquiets parce que nous constatons que question justice, question sécurité, question droit à la vie, il pourra continuer problématique parce que l'État ça pas une capacité, c'est TP bien CPT pas une capacité pour mater phénomène d'insécurité. Si l'État fuit la violence des groupes armés, qu'en est-il de la population, s'interroge l'avocat. Sous un ministère de la Justice, sous l'État pour bandit, ça montre que pas rien de sérieux pour le faire vraiment. Pas rien de concret pour le faire. Donc c'est nous-mêmes, cette population, nous, l'État courir, des gars, courir tout. L'État qui a des armes, l'État qui a l'armée, l'État qui a la police, ça courir. Allez voir, même si je vais aller une manchette, même une roche. Les gars, je vais la guerre tout parce que soit l'État parle en balle, et pas où pour aller en bas pour en balle. C'est une situation alarmante, la dégradation du climat sécuritaire, et cela ne semble être une priorité aucune pour les plus hautes autorités du pays,
ce que regrette l'homme de loi. Abordons à présent la crise humanitaire. Le gouvernement, via plusieurs organismes, dont le Fonds d'assistance économique et sociale, FAES, a lancé un programme de soutien aux personnes déplacées. Cette semaine, des kits alimentaires et hygiéniques ont été distribués dans plusieurs camps de déplacés à Delma, notamment au ministère des Travaux publics et à l'École nationale République de l'Équateur. Ce vendredi, des repas chauds ont également été offerts. Les responsables précisent que ces interventions visent à améliorer les conditions de vie dans les sites. C'est un reportage signé Garbijan. Au total, 3 camps de déplacés à Delma sont ciblés dans le cadre de cette intervention humanitaire de l'État. Les locaux du ministère des Affaires sociales, ceux du ministère des Travaux publics et l'École nationale de la République d'Équateur. La plupart des bénéficiaires ont fui leur quartier et d'autres des camps situés dans les zones d'affrontement, notamment Delma 30. Des repas chauds sont distribués pour tenir la moitié d'une journée, mais également une série de kits alimentaires et hygiéniques, précise le directeur de lutte contre la pauvreté, Jean-Sadraque Jean-François, qui assure la coordination sur le terrain. Et intervention faite à plusieurs niveaux. Et gain d'INEPA qui te fait distribution des récipients pour nous mettre de l'eau traitée. d'INEPA tout mettre de l'eau de service au niveau site ça yo. Et gain des contrats qui fait avec des fournisseurs, ils mettent des toilettes mobiles. Donc sous plan assainissement, il y a un pile et mesures qui prend déjà. Il y a FAES qui vient depuis mercredi, nous distribuons environ 9000 plats chauds par jour. Et pour les gens qui déplacent, qui sont 3 sites, hier, nous commençons par kit hygiénique, nous par kit alimentaire, sous site. Tout. Il y a quelques jours, des organismes de l'État se sont réunis pour planifier cette réponse orchestrée par le gouvernement. Mais pour certains bénéficiaires, ce pain de quelques jours est accessoire. Ils attendent le rétablissement de la sécurité pour retrouver leur vie d'avant. Ça n'a pas dit seulement avec le gouvernement, nous, avec l'État, nous, ça n'a pas suffi parce que nous, dans la promiscuité, si nous passons dans la salle, après 60, nous avons dormi dans nos seules salles. Donc, nous faisons tout le bagage nous net. Nous courons depuis à 10h du soir, le 14 novembre. Donc, on veut dire, 14 novembre, 14 de ce mois-là, ça nous 4 mois et quelques jours. Donc, on veut dire, nous-mêmes, ça nous besoin de sécurité pour nous la caille, nous. Parce que les conditions ne sont pas réunies pour nous vivre comme ça. Le gouvernement a récemment tenu une réunion stratégique sur la mise en œuvre de cette intervention dans l'objectif d'aider ces déplacés à faire face à leur quotidien difficile dans les camps où la promiscuité est omniprésente. Cette réponse commune, bien que jugée insuffisante face à l'ampleur des besoins sur place, n'est que le début de la mise en œuvre d'une série de planifications, explique le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions humanitaires, Erwil Gaspard. Dans mes interventions, j'ai toujours dit et abordé cette crise exige une intervention à plusieurs phases, à plusieurs niveaux. Donc d'abord, il y a le très court terme. Nous sommes dans le très court terme. Donc les interventions dont on mentionne rentrent dans la dynamique du très court terme. Il y a le court terme et il y a le moyen long terme. Le très court terme, il faut continuer à assister les gens dans les sites de déplacés. Le court terme, donc il faut accompagner leur relocalisation. Et le moyen long terme, c'est lancer des activités, des programmes permettant le relèvement social et économique de ces gens. Donc 3 phases. Dans l'intervalle, en décembre dernier, le gouvernement a annoncé la relocalisation de plus de 10 000 déplacés vivant dans les bâtiments publics grâce à un plan piloté par le ministère des Affaires sociales et l'Office national de la migration. Erwin Gaspard assure que la relocalisation est toujours en vue alors que le nombre de déplacés internes ne cesse d'augmenter. Toujours dans ce dossier, le Programme alimentaire mondial informe avoir besoin de 10 millions de dollars pour nourrir 1,3 million d'Haïtiens confrontés à la sécurité alimentaire. Le Programme alimentaire mondial, PAM, informe avoir besoin de 10 millions de dollars. Le PAM fait état de niveaux records de faim et de déplacés provoqués par la violence brutale des groupes armés dans le pays. La moitié de la population est confrontée à une faim extrême et un quart des enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance, indique-t-il. Ouvre le chapitre du référendum qui est d'ailleurs de l'actualité depuis quelques temps déjà.
Le président du Conseil électoral provisoire, Patrick Saint-Hilaire, estime une tenue du référendum constitutionnel au mois de mai impossible en raison des retards qui s'accumulent du fait de la situation sécuritaire. En outre, il révèle que le texte de la nouvelle loi mère n'est pas prêt. Suivez les explications du président du CEP, Patrick Saint-Hilaire. Pour le référendum, premièrement, nous faisons un inventaire de ce matériel. Pour nous être tout ça qu'a utilisé, pour nous pas le dépenser en l'argent, nos bagages qu'il a déjà. Et résultat inventaire ça montre nous que 80% de ce matériel est encore utilisable. Même le matériel sensible, là nous prenons l'encre indélébile qui coûtait l'État haïtien plus de 680 000 $, nous testons l'encre après 4 ans, l'encre est encore disponible. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de gros investissements à faire pour l'organisation du référendum parce que toute dépense référendum, non, tout matériel là, est disponible et nous fait déjà le colisage nécessaire, tout disponible dans des conteneurs que presque à visiter à n'importe quel moment, donc à inviter à visiter lui. Nous gagnons déjà pour les 10 départements, 10 conteneurs qui déjà gagnent matériel référendaire là. Ça n'a bien pour nous acheter nous-mêmes dans le cadre de référendum aujourd'hui, c'est le matériel sensible. Les bulletins de vote de 2021 portent la date de 2021. Nous pas qu'à utiliser. Les procès-verbaux, différentes qualités de procès-verbal que nous gagnons, ils portent une date 2021. Ça, il faut nous acheter. En façon pour me dire, pas de gros investissements qu'a fait de la part du CP actuel pour l'organisation référendum. Dépenses ont été faites déjà, matériel ont été fait déjà. Toute dépense conseil électoral la fait aujourd'hui, c'est pour la mise en marche de la machine électorale. Cependant, Jean Mzoula, il y a quelques bagages qu'il faut acheter quand même. Oui, mais pour nous faire référendum, pour nous mettre en ligne de compte. Pour faire référendum, nous avons un décret référendaire. Et c'est fait, nous avons fait en décembre, nous discutons de lui avec les unités juridiques de la primature du CPT, direction juridique pas nous. Nous entendons son texte et j'ai envoyé ce texte officiellement maintenant à l'exécutif aux fins de publication. Pas de problème de côté nous pour nous avancer. Mais la question centrale, référendum sur qui ça, c'est sur un texte constitutionnel. Texte là, c'est pas nous-mêmes c'est qui travaillent sur lui. Nous pas même au courant de ça qui a passé la donne, mais seulement nous connaissons qu'il y a avancé, Mais nous-mêmes, tant que nous pouvons gagner un texte là dans nous, et ça nous demande aussi dans le cadre du décret référendaire, c'est que faut y bailler population électorale. On tend pour comprendre ça dans le texte là, on va nous dire référendum. C'est normal que nous ne pas trop impliqués dans la préparation du référendum et dans la rédaction texte. Est-ce que c'est normal que c'est tout à fait normal parce que le rôle CPA son rôle électoral essentiellement technique. Là, nous n'avons pas de préparation texte. C'est question acteurs politiques. C'est un consensus dynamique qui peut établir entre les acteurs politiques pour nous proposer un texte constitutionnel à la nation. C'est ça qui fait dès le départ il y a deux processus différents. Chaque monde travaille beaucoup de côté. Le Conseil électoral qui a la responsabilité de mettre en marche cette machine électorale. Et puis, il y a le comité de pilotage de la conférence nationale qui s'occupe maintenant de préparer, de proposer à l'exécutif le texte constitutionnel. Nous voulons pour ça clair dans notre public là, ce qui est du ressort du Conseil électoral provisoire et ce qui est de la compétence de l'exécutif à travers le comité de pilotage de la conférence nationale. Dans le contexte de la célébration des 38 ans de la Constitution de 1987, l'Association nationale des juristes haïtiens pour l'avancement du droit rejette toute idée de référendum. L'ANAJAD plaide plutôt pour la mise en application effective de la loi mère du pays. Selon les membres de cette structure, la mise en veilleuse de la Constitution explique également l'aggravation de la crise du pays. Maître Marc Sony-Charles est le coordonnateur de l'ANAJAD. Nous-mêmes, dans l'ANAJAD, c'est juristes, nous avons lu la loi, nous avons examiné la loi. Là, nous examinons la Constitution 1987, là, nous voyons que lui-même tout, tant que toute œuvre humaine, est imparfaite. Elle est imparfaite parce que y a un ensemble de dispositions de la Constitution ça, qui, de nature, à nuire au bon fonctionnement de l'administration publique. Et il faut nous rappeler un ensemble de travail que entre autres professionnels, intellectuels faire sur la Constitution, ça, des travaux qui louables, c'est
Mme Mirlotte Maniga qui écrit, qui montrait la nécessité pour une nouvelle constitution. Nous-mêmes, dans l'AJAD, nous reconnaissons ça. Cependant, nous avons regardé nous, ensemble de droits individuels, droits politiques, droits sociaux, droits culturels, droits économiques, que la constitution s'est consacrée, qui est capable de permettre de nous gagner des citoyens, des citoyennes, qui sont capables de vivre une vie décente, qui ont accès à logement décent, qui sont capables d'avoir accès à l'éducation, à la culture, pour que nous soyons capables de gagner de vrais citoyens dans la société, nous voyons que les droits ne sont pas garantis, pas respectés. Donc en réalité, ça peuple a besoin aujourd'hui, c'est le respect des droits reconnus, qui lui sont reconnus par la Constitution, et non le changement de la Constitution. Je dis, si moun en place, malgré c'est des autorités de facto, yo vle pour que yo joignent approbation peuple là, ça peuple a demandé c'est respecter droit que la Constitution consacré en leur faveur. Et non venir avec une nouvelle Constitution, parce que je dis, ça peuple a besoin, c'est possibilité pour la sécurité, pour le cas vaquer librement à l'activité, pour le cas circuler librement dans la société. Il y a besoin de possibilité pour aller à l'école, il y a besoin de possibilité pour aller dans le centre de santé, dans l'hôpital, et Jean Constitution reconnaît ça. Il y a besoin de possibilité pour que petit lui capable à l'école, petit lui capable de droit pour que lui évolue tant que moun doit évoluer dans toute société correcte. Donc ça, n'a exigé dans la Jodia. C'est pas une question de changement de constitution, c'est plutôt le respect des droits que la Constitution reconnaît à chaque citoyen et à chaque citoyenne. Pour refermer la page nationale de cette édition, bien que l'aéroport de Port-au-Prince reste opérationnel, les vols commerciaux en provenance des États-Unis demeurent suspendus en attendant les garanties supplémentaires requises par la FAA. Lors d'une conférence de presse tenue ce 28 mars, Yves Ducarmel François, directeur général de l'AAN, et Réginald Guignard, directeur général de l'OFNAC, ont annoncé la mise en place de mesures visant à satisfaire les exigences des autorités américaines de l'aviation. L'objectif est de restaurer la confiance des compagnies aériennes et de relancer le trafic international. Par ailleurs, des travaux d'aménagement sont prévus à l'aéroport international du Cap-Haïtien afin d'optimiser les infrastructures et répondre aux nouveaux besoins. Pendant que des travaux d'extension sont en cours au CAI, l'OFNAC prévoit de construire une nouvelle tour de contrôle à Port-au-Prince. Tour à tour, l'ingénieur Yves Ducarmel François et Réginald Guignard. Aujourd'hui, la situation est quoi? C'est que du point de vue de la sécurité, on a renforcé la sécurité encore une fois à l'intérieur de l'aéroport de Port-au-Prince, mais des travaux se font pour renforcer la sécurité dans les environs de l'aéroport de Port-au-Prince. Vous avez entendu probablement qu'on a eu des travaux de démolition sur la façade nord de l'aéroport de Port-au-Prince, mais le problème, c'est que on travaille avec la PNH et les forces armées d'Haïti pour augmenter la sécurité autour de l'aéroport de Port-au-Prince. Ça veut dire que la sécurité externe. L'avion était en approche, l'avion de la Spirit était en approche. Ça voudrait dire que l'avion était à une altitude où elle pourrait être atteinte par un projectile. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les zones d'approche de l'aéroport de Port-au-Prince, aujourd'hui, doivent être sécurisées. Donc c'est pour cette raison, tant et aussi longtemps que nous-mêmes, on n'aurait pas sécurisé, la fédération, l'Agence fédérale de l'aviation des États-Unis a décidé de repousser à chaque fois la venue en Haïti des vols commerciaux des États-Unis. Mais entre-temps aussi, on peut se dire qu'il y a un support international à partir de l'ONU qui se donne et qu'il y a des avions militaires qui viennent ici en Haïti. Il y a des avions cargo qui viennent en Haïti. Et comme vous pouvez le voir actuellement sur le tarmac de Port-au-Prince, il y a un vol charter qui est en train d'être effectué en direction du Chili. Ça veut dire qu'il y a des opérations qui se font autour de l'aéroport de Port-au-Prince, mais la restriction qu'on a aujourd'hui est uniquement tant et aussi longtemps qu'on ne donne pas la garantie à la Fédération
de l'aviation des États-Unis, qu'il y a une sécurité qui a été renforcée au niveau des zones d'approche des avions, les vols commerciaux ne viendront pas en Haïti. On a voulu faire cette précision pour que tout le monde sache exactement qu'aujourd'hui, l'aéroport de Port-au-Prince fonctionne, l'aéroport de Port-au-Prince est en opération, mais il y a une restriction uniquement sur les vols des États-Unis, les vols commerciaux des États-Unis. Les États-Unis font quand même des vols militaires, ils font des vols d'urgence, ils font des vols humanitaires, et ces vols-là arrivent directement à Port-au-Prince. Je vais commencer par parler, comme je parlais de nouveaux tours de contrôle là qui fait là. En effet, c'est pour augmenter la sécurité, parce que nous avons bien au service de surveillance que au FNAC, l'aviation civile, pas de gain en vent. Et avec augmentation de surveillance, ça veut dire que la sécurité a augmenté. Aussi, nous avons prendre plus d'avions, plus de trafic, qui veut dire que ça a augmenté les revenus et possibilités économiques pays. Parce que pas oublier, porte d'entrée touriste, porte d'entrée économique, c'est l'aéroport. Il ne faut pas oublier ça parce que c'est un élément très important. Alors, encore, World of FNAC, c'est pour surveiller à ce que toute bagaille rentre en règle et conformité. Nous parlons de OCAI. En effet, c'est un lancement pour le VIN international. Avec le lancement ça, AN et OFNAC, nous mettons machine en route pour nous satisfaire besoins internationaux. Et besoin ça, encore une fois, de passer par conformité et réglementation. OFNAC lui-même, ça l'a fait pour l'installer au CAI, il faut le bail service PAL. Service PAL, c'est contrôle aérien. Pour nous qui ne pas contre ça, c'est les aiguilleurs, c'est eux-mêmes qui parlent avec les pilotes, qui guident l'avion sur la plateforme. La plateforme, c'est l'aéroport. Nous avons service secours aussi, c'est-à-dire si il y a un problème ou l'avion est tombé n'importe quel côté, nous avons un service Search and Rescue qui lui-même va immédiatement alerter les concernés, ça peut être international, ça peut être national, pour aller sauver mon et récupérer, excuse-moi, les survivants. Nous avons l'autre service que c'est information aéronautique. C'est lui-même qui publie toute information qui vient pour eux avec plateforme, ni pour l'aéroport, ni pour nous tous. Parce que nous avons des obligations internationales et nous avons des obligations nationales. Parce que des fois, la loi internationale n'est pas convenue nous. En ce moment-là, il faut nous dire, ah, ça n'a pas pour nous, parce que mais qui j'en nous fonctionner. Pour Port-au-Prince, le directeur a parlé de certifier. Il dit, pourquoi certifier, c'est vrai, c'est World of FNAC pour certifier l'aéroport. Il y a des inspecteurs qui sont en train d'être formés pour le faire, mais ils ont déjà fait un audit. L'audit, là, c'est justement, ils viennent sous terrain, et puis ils regardent ça gain et ça gain pour corriger. À ce moment-là, l'aviation civile a accompagné AN pour les rentrer en conformité encore une fois, pour respecter le règlement. Et nous là pour accompagner AN dans toute démarche que l'a fait. Ce n'est pas nous là pour nous empêcher, au contraire. Plus avions rentrés, plus c'est bon pour nous, plus c'est bon pour le pays, plus c'est bon pour tout le monde. Alors c'est ça qui but nous, c'est justement faire conformité pour avions sentir en sécurité pour y rentrer. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News, la toute dernière pour cette semaine. À votre partir, le rappel des principaux titres à la une. Les habitants de Canapé Vert et Carrefour-Feuille ont lancé une nouvelle mobilisation ce vendredi pour exiger des mesures concrètes face aux menaces des gangs armés. Un mouvement qui a fortement perturbé la circulation sur la route de Bourdon. Le Conseil électoral provisoire admet l'impossibilité d'un référendum constitutionnel en mai prochain. Patrick Saint-Hilaire, président du CEP, affirme que l'organisation du référendum est compromise en raison des retards accumulés et de l'insécurité persistante. Parallèlement, l'Association nationale des juristes plaide pour une application effective de la Constitution du 29 mars 1987 plutôt qu'une réforme incertaine. Et puis alors que les vols charters et cargos se poursuivent, l'aéroport international Toussaint Louverture attend toujours les garanties de la FAA pour la reprise des vols commerciaux vers les États-Unis. Le directeur général de l'AAN, Yves Ducarmel François, et celui de l'OFNAC, Réginald Guillard,
annonce toutefois des mesures visant à rétablir la confiance des compagnies aériennes et à relancer le trafic. C'est sur ces éléments que nous refermons la toute dernière édition de Metro News pour cette semaine. Merci infiniment à chacun de vous d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de Métropole ayant rendu possible cette édition. C'est le week-end, prenez soin de vous. On se retrouve lundi, toujours sur Télémétropole. Bonsoir.